Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons parler des interférences qu'il est possible de créer avec des ondes, et plus particulièrement des ondes électromagnétiques. Nous détaillerons d'abord un petit peu dans quel cas vous avez déjà pu rencontrer ce phénomène dans la vie courante. On verra ensuite comment l'étudier mathématiquement proprement dans le cas des ondes monochromatiques. Et enfin, on regardera un petit peu ce qui se passe du coup lorsqu'on a de la lumière blanche et comment est-ce qu'apparaissent ce qu'on appelle des couleurs liées aux interférences ou couleurs interférentielles. On parle d'interférence lorsque l'on a en un point de l'espace deux ondes de même période ou fréquence qui se superposent. Se superposant, ces deux ondes vont subir des variations d'amplitude selon leurs caractéristiques, selon ce que l'on appelle le déphasage entre les deux. On va y revenir. Vous avez déjà tous observé des cas naturels d'interférence. Le plus commun, c'est celui des couleurs qui apparaissent sur la surface des bulles de savon. On conclura là-dessus la vidéo pour voir un petit peu d'où viennent ces couleurs qui apparaissent. Il y a des cas beaucoup plus exotiques et la nature en est en fait remplie. Je prendrai un seul exemple, mais on pourrait en trouver plein d'autres. C'est la couleur des plumes des colibris. Les plumes des colibris n'apparaissent pas de la même couleur selon l'angle sous lequel on les regarde. C'est parce que ce sont des couleurs dues à des interférences lumineuses, qu'on va essayer de détailler un petit peu plus en avant dans le cas particulier, le plus simple à étudier toujours, des ondes lumineuses monochromatiques. Les interférences donc se produisent lorsque deux ondes se trouvent au même point de l'espace. Deux ondes de même caractéristiques spatiales et temporelles, donc de même période fréquence ou de même longueur d'onde. On peut le prendre dans les deux sens. Pour avoir ces interférences, on verra un peu plus tard comment les fabriquer si on veut les étudier, on va réfléchir sur le plan purement mathématique. Deux ondes arrivent au même point. Si ces ondes, même période, même longueur d'onde, sont parfaitement synchronisées, par synchronisées j'entends leur maximum et leur minimum se trouvent rigoureusement simultanés. On dit qu'elles sont alors en phase. Dans le cas où ces ondes arrivent de manière synchronisée, leurs amplitudes vont s'additionner, les maximums vont s'additionner, les minima vont s'additionner. On aura la même onde, même caractéristique, période-fréquence, mais avec une amplitude deux fois plus importante. Ça, c'est ce qu'on appelle des interférences, puisque deux ondes viennent se combiner en un point, mais comme l'amplitude augmente, on gagne donc en lumière si on parle des ondes lumineuses, on appelle ça des interférences constructives. Ça, c'est lorsqu'on a la synchronisation des maximums et des minimums. Par contre, si on réfléchit à un cas un peu plus complexe, où on n'a plus la synchronisation parfaite, et on va même surtout s'intéresser aux cas extrêmes, où elles sont complètement désynchronisées, c'est-à-dire que les maximums de l'une ont lieu en même temps que les minimums de l'autre onde qui arrive. On appelle ça être en opposition de phase. À l'inverse de tout à l'heure où elles étaient en phase, là on dit qu'elles sont en opposition de phase. Dans ce cas-là, maximum, minimum, tous désynchronisés, qu'est-ce qui se passe quand on les additionne? On a la plus haute valeur combinée à la plus petite valeur, et vice-versa. En fait, si on prend ces courbes et qu'on les additionne mathématiquement, on va les mettre au même niveau, comme si on les traçait sur le même graphique. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir, en fait, en chaque point, l'addition des deux sinusoïdes, qui résulte en quoi? Tout simplement en une ligne. Lorsqu'on additionne une valeur positive avec une valeur négative, on arrive, si les deux valeurs sont identiques, à 0. Et on obtient donc dès lors une ligne. Ce sont toujours des interférences. Mais dans ce cas-là, on parle d'interférences qui conduisent à une absence d'onde, une absence d'information, une absence de lumière. On parle alors d'interférences destructives. C'est la problématique typique de comment est-ce qu'on fait du sombre, du noir avec de la lumière. Et bien il suffit d'avoir deux ondes qui sont en parfaite opposition de phase, qui arrivent en un même point de l'espace en ayant les maximums de l'une, tandis que l'autre a ses minimums. Pour réfléchir aux conditions de réalisation, d'apparition de ces interférences, on utilise un montage qui utilise ce qu'on appelle les fentes Young, du nom du scientifique qui a découvert en premier les interférences avec les ondes lumineuses. Pour étudier ces interférences et bien comprendre d'où elles viennent, l'idéal c'est toujours pareil d'utiliser des ondes monochromatiques et donc comme source lumineuse un laser. On va considérer un faisceau laser, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine épaisseur, et qu'il peut donc venir frapper les deux fentes qui sont l'une à côté de l'autre, de même diamètre au passage, simultanément. Tous les photons qui sortent du laser sont identiques, parfaitement synchronisés, donc les photons qui vont passer par une fente et l'autre seront elles aussi parfaitement synchronisées.
Alors là, on aurait peu de chances d'avoir des interférences s'il n'y avait pas un phénomène qui se rajoutait, qu'on a vu par le passé, le phénomène de diffraction. Par diffraction, je veux dire quoi? Si les fentes sont toutes petites et on utilise des fentes toutes petites, la lumière va se disperser sur les côtés, formant une figure de diffraction comme vous avez vu par le passé. Et ça va se produire sur une fente, mais ça va se produire aussi sur la deuxième fente. Ce qui veut dire qu'en fait, sur l'écran, on va voir arriver de la lumière en provenance d'une fente et de l'autre. Quand la lumière est partie de chacune de ces fentes, elle était parfaitement synchronisée. Mais comme les fentes sont un petit peu décalées l'une de l'autre, pas forcément, la lumière en chaque point de l'écran n'aura pas parcouru exactement la même distance depuis les fentes. Ce qui va permettre de faire apparaître des désynchronisations. On va pouvoir avoir certains endroits où les ondes seront en phase, d'autres où elles seront en opposition de phase, et donc voir apparaître des interférences constructives ou destructives. Pour ça, on va s'intéresser à ce qu'on appelle leur différence de marche, c'est-à-dire le trajet qu'une onde aura parcouru en plus par rapport à l'autre. Regardons ça de plus près. Si on considère le point le plus au centre de l'écran, s'il est parfaitement au centre, quand je dis au centre, par rapport au point central des fentes Young, les deux ondes en provenance de chacune des deux fentes ont parcouru exactement la même distance. Dès lors, nos deux ondes sont parfaitement synchronisées. On a donc affaire à ce qu'on appelle les interférences constructives. La différence de marche, donc la différence de trajet, si on est sur le point exactement au centre de l'écran, cette différence de trajet, elle est nulle. Elle est nulle puisque les deux ondes ont parcouru exactement le même chemin pour rejoindre ce point. On va progresser sur l'écran, on va s'éloigner du centre et aller voir un peu plus loin. Si on va voir un peu plus loin, il y a une onde qui va commencer à avoir un peu plus de trajet à parcourir que l'autre. Et donc, à l'arrivée sur l'écran, elles seront plus parfaitement synchronisées. Et on va pouvoir aller voir comme ça, jusqu'à un point un peu plus loin, où on va trouver l'autre cap particulier qu'on a vu, celui où les ondes arrivent en opposition de phase, où elles sont désynchronisées. Maximum et minimum sont simultanés pour les deux ondes. On va réfléchir non pas temporellement, mais spatialement. Donc dans ce cas-là, on rappelle la grandeur caractéristique d'une onde périodique, c'est sa longueur d'onde. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La différence de marche pour qu'on ait cette désynchronisation, c'est en fait qu'il faut que l'onde ait eu besoin d'une demi-période de plus pour arriver jusqu'à l'écran, celle qui est un peu plus de trajet. Et donc, la différence de marche dans ce cas-là, on va la trouver, si on trace spatialement, ici, entre un maximum et le maximum de l'autre onde qui était au départ parfaitement synchronisée. Cette différence de marche dans l'espace, c'est quoi? C'est tout simplement, pour des interférences qui sont ici destructives, lambda sur 2, une demi-longueur d'onde. On se décale d'une demi-longueur d'onde de sorte qu'on a les maximums et les minimums des deux ondes simultanées, superposées. Et si on va voir encore plus loin sur l'écran, on s'éloigne encore plus de la position centrale. Qu'est-ce qu'on va rencontrer alors? On va finir par revenir dans un cas où on se sera tellement décalé, où il y a une onde qui aura parcouru un trajet tellement plus important que l'autre, que ce trajet en plus, ce sera tout simplement cette différence de marche, lambda cette fois-ci. On aura parcouru une longueur d'onde en plus, et en parcourant une longueur d'onde en plus, on se retrouve avec des ondes qui sont à nouveau synchronisées. Même s'il y a une longueur d'onde qui a été parcourue en plus, on a cette fois-ci les maximums qui sont à nouveau en même temps, les minimums qui sont à nouveau en même temps, et donc dans ce cas-là, interférence constructive. Alors, on va généraliser ça. Dans le cas où les deux ondes en un point de l'écran se trouvent parfaitement synchronisées, peu importe où on se trouve sur l'écran, même très très loin du centre, ça veut bien dire, si elles sont parfaitement synchronisées, que le chemin parcouru en plus par une des deux ondes, il correspond à un nombre entier de fois lambda. On pourra noter ça k fois lambda, k étant un entier, bien sûr. Par contre, si on s'intéresse au cas des ondes qui arrivent quelque part sur l'écran en opposition de phase, donc provoquant des interférences destructives, dans ce cas-là, elles sont forcément... Alors, il y a peut-être un nombre entier de fois lambda en plus pour le trajet, mais elles sont désynchronisées d'une demi-longueur d'onde. Donc, un nombre entier de fois lambda plus une demi-longueur d'onde. C'est la différence de trajet pour avoir des interférences destructives. Ces conditions pour les interférences, constructives ou destructives, constructives maximum de lumière, destructives minimum de lumière, sont à connaître et à appliquer au cas voulu. On peut les étudier facilement dans le cas des fentes Young, mais il y a plein d'autres cas possibles où on sera en présence d'interférences et où, même si les considérations géométriques mathématiques seront plus compliquées, les conditions
sur la différence de marche resteront rigoureusement identiques. Si les ondes sont synchronisées, là où on regarde, interférence constructive. Si elles sont désynchronisées, en opposition de phase, interférence destructive. À titre informatif, comme on a obtenu la figure sur l'écran par une figure de diffraction, vous vous rappelez à quoi elle ressemble, une grande tache centrale lumineuse et des petites taches sur les côtés qui sont moins lumineuses. On va superposer à cette figure de diffraction qui se produit au niveau de chacune des deux fentes toutes les petites zones où il y a des interférences destructives et où donc il y a une absence de lumière. Et ça donne une figure qui ressemble à ça. On voit au centre, là, dans l'exemple là, les trois grosses taches lumineuses. C'est la tache centrale de diffraction qui a été coupée en trois parties par des interférences destructives. Et sur tout le côté, on voit des successions de petites taches hachées. C'est les taches secondaires de diffraction coupées elles aussi par des interférences destructives. Quand on passe à de la lumière blanche, les choses se résolvent à peu près de la même manière que pour la diffraction. C'est-à-dire que le point central sur l'écran, on va y retrouver tous les rayons lumineux qui sont arrivés au même endroit, au même instant, même distance parcourue, donc interférence constructive. Lumière blanche à cet endroit-là. Par contre, dès qu'on se décale sur les côtés, comme pour la diffraction, on va pas avoir des interférences constructives en même temps, c'est-à-dire au même endroit, pour les ondes rouges par exemple, ou les ondes bleues. Elles seront un petit peu décalées, ces zones où on aura des interférences constructives. Et si on n'est pas en interférence constructive, on sera très rapidement en quasi-absence de lumière, parce qu'on sera proche des interférences destructives. Et ça va se retrouver encore plus loin sur l'écran. La conséquence, c'est que ça va être encore beaucoup plus visible qu'avec une simple diffraction. On va à nouveau voir apparaître une décomposition complète de la lumière blanche. On va voir apparaître l'ensemble du spectre en fait, avec des phénomènes d'irisation encore beaucoup plus marqués qu'avec la diffraction. Vous reconnaissez dans l'absolu la même figure que pour la diffraction, mais cette fois-ci, si vous regardez, la tache centrale lumineuse quasiment blanche est coupée en deux, coupée sur les deux flancs par des zones où on voit apparaître un petit peu de bleu, de rouge. C'est les premières interférences destructives qui se superposent. Et ensuite, après, on a des alternances d'interférences constructives pour une couleur, destructives pour une autre, qui font qu'on voit apparaître absolument toutes les couleurs. On va pouvoir expliquer un peu de la même manière les couleurs qui apparaissent dans le cas des bulles de savon. C'est un exemple des nombreuses couleurs interférentielles qu'on peut observer. J'ai représenté sur le schéma l'épaisseur du film d'eau savonneuse qui constitue donc la paroi externe de la bulle de savon. Ce qui fait qu'on voit ces couleurs, c'est la lumière non pas qui traverse la bulle, mais la lumière qui est réfléchie en arrivant sur la bulle. Donc par exemple depuis le soleil, la lumière blanche arrive, et une partie de cette lumière va être réfléchie vers un observateur. Pourquoi une partie seulement? Parce que si vous vous rappelez de vos cours de seconde, il y a aussi une partie de la lumière qui va traverser. Traverser en étant un petit peu déviée, en changeant un petit peu de trajectoire. Ça s'appelle le phénomène de réfraction. Cette lumière va traverser, va arriver sur une nouvelle surface qui sépare donc l'intérieur du film d'eau de l'air qui avait emprisonné dans la bulle. À nouveau, il y aura de la réfraction, mais il y aura aussi de la réflexion. C'est cette partie-là qui nous intéresse. La lumière qui revient vers l'extérieur et qui, arrivant sur la surface extérieure de la bulle, va ressortir en étant à nouveau déviée, phénomène de réfraction, et va ressortir en fait parallèle à la première réflexion. Ça veut dire que l'observateur reçoit par ce phénomène, donc par cette réfraction combinée à de la réflexion, deux ondes issues du même rayon de lumière initial, mais dont une des deux, celle du bas sur le schéma, a parcouru un chemin supplémentaire, une différence de marche comme on l'a vu précédemment. Ce chemin supplémentaire est situé ici dans l'épaisseur de la bulle. Le deuxième rayon lumineux a parcouru un petit peu plus de distance en se réfléchissant dans l'épaisseur de la bulle, épaisseur qui est microscopique mais c'est suffisant. C'est suffisant pourquoi? Parce qu'on a vu que pour qu'il y ait des interférences constructives, donc une lumière vive, il faut que la différence de marche, donc le chemin parcouru, soit égal à k fois lambda. K fois lambda. Eh ben, ce qui va se passer, c'est que du coup, le chemin parcouru là, en plus, il aura une certaine valeur, qui vaudra k fois lambda pour une certaine longueur d'onde, c'est-à-dire pour une certaine couleur. C'est-à-dire que dans la lumière qui retourne à l'observateur, il y a des interférences constructives seulement pour une certaine couleur. Les autres couleurs sont peut-être pas en interférence destructive, mais en tout cas ne sont pas pile au k fois lambda qui fait que la lumière associée à cette couleur est très très vive. Dès lors, la lumière qui vient de l'endroit qui est représenté
on la verra d'une certaine couleur. Par exemple, du vert. Pour voir du violet, c'est pas au même endroit de la bulle que ça va se trouver. Il faut un endroit où la différence de marche est un petit peu différente, et ce qui fait qu'on aura des interférences constructives pour une autre longueur d'onde, et donc on verra une autre couleur. Et en fait, comme ça, venant de chaque zone différente de la bulle, selon l'épaisseur du film et selon l'inclinaison de la lumière quand elle rentre, une différence de marche un petit peu différente va se trouver à chaque point de la bulle, et dès lors, si la différence de marche est différente, on aura des interférences constructives pour une couleur ou une autre. Ce qui fait qu'on voit apparaître comme ça à peu près toutes les couleurs possibles du spectre à la surface de la bulle de savon, selon où on regarde. Et si vous regardez la photo, à l'hétérogénéité près au niveau du film de bulle, vous voyez bien qu'il y a des zones parfaitement symétriques où on va retrouver les mêmes couleurs. Le jaune sur l'extérieur, le violet, le bleu, le vert, tout ça en cercle concentrique selon les angles avec lesquels on reçoit la lumière. C'est un exemple, parmi les nombreux possibles, de ce qu'on appelle des couleurs interférentielles. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.